tous, merci d'être avec nous tout au long de ce road trip. Nous sommes le 22 septembre 2022, ici à l'Arsenal de Metz, dans une acoustique rêvée pour cette émission, cette succession de tables rondes. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas pu être là, je rappelle que le podcast sera disponible sur toutes les plateformes qui vont bien, et bien évidemment sur la plateforme de Radio Imo. Il est 12h54, on a juste 4 minutes de retard, on a fait un exercice incroyable, c'est de rattraper un petit peu le retard. Ce thème, on vous l'a indiqué tout à l'heure, dans notre précédente table ronde, transaction, quelle épingle notre modèle a-t-il à tirer du jeu dans un paysage concurrentiel, et Dieu sait qu'il y en a. Je pense que ça va être une table ronde assez sportive. On a souhaité réunir des industriels du secteur qui font l'immobilier au quotidien, chacun avec une vision très particulière, on va même dire singulière. Et ce qui fait la personnalité, c'est toujours la singularité. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement. Une ovation pour Stéphane Fritz, le président de Guy Hockey. Bravo, 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 bravo. Merci de faire un triomphe au président de Century 21, Charles Marinakis. Bravo. Doucement, monsieur Briand. Oh. Doucement. Alors, monsieur Plaza, on n'est pas aux grosses têtes. Donc, non, un triomphe également à celui qui préside l'un des deux réseaux coopératifs, j'insiste, puisque c'est la marque et l'ADN du groupe. Il est le président de l'adresse. Ovation pour Brice Cardi. Bonjour. Bravo, bravo. On ne le présente plus. Il est un poème à lui tout seul. Il est protéiforme, multiforme. En tout cas, le dénominateur commun dans tout son parcours, avec une personnalité bien évidemment aussi très singulière, et pour le coup très singulière, c'est surtout une personnalité fédératrice, c'est une personnalité qui rassemble avant tout. Et ce que je pourrais ajouter sur le fond, c'est surtout un grand professionnel de l'immobilier, un grand monsieur de l'immobilier. Il est le fondateur du réseau éponyme. Merci de faire un triomphe à Stéphane Plaza. Bravo. Le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire, sans... Enfin, c'est pas moi qui ai fait le choix d'être présenté à la fin. Dis donc, mon Stéphane, ça fait plaisir d'être applaudi comme ça. Ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir, c'est d'être enfin à table, on va dire, avec d'autres réseaux. Parce qu'il y a une légende qui dit qu'on ne pourrait pas s'entendre et ce n'est pas le cas. Donc la preuve en est aujourd'hui. Un, c'est parce que ça me fait plaisir d'être là et j'ai tout fait pour être là sur mon emploi du temps. Et de deux, de partager la vedette avec des grands professionnels. Ça veut dire qu'on est tous concernés par ce sujet qu'est l'immobilier. C'est très clair. Alors, le sujet est très important puisque les transactionnaires, on en parlait tout à l'heure avec le président Briand tout à l'heure, on parle de réaliser les rêves des Français, d'accéder à la propriété. C'est quelque chose que tu connais particulièrement. Tu as accompagné, Stéphane, des milliers de personnes vers ce rêve-là. C'est même presque jubilatoire. On sent toute l'émotion dans ces parcours. Et en même temps, on a parfois l'impression que les transactionnaires, c'est un peu toujours ceux qui sont à la portion congrue parfois du marché. Et on a vu naître, pour être très clair, depuis une quinzaine d'années, des nouveaux modèles de distribution. Oui, moi je connais qu'un métier, c'est être agent immobilier. J'ai 52 ans, je le fais depuis 18 ans, depuis mon âge de 18 ans, mais mes études m'ont rattrapé, donc évidemment j'ai connu un peu tous les modèles. Et après, il y a des modèles qu'on va garder et d'autres qui s'instaurent, mais je ne pense pas. Le plus important est la bienveillance et d'aimer les gens et la transparence. Après, les modèles peuvent évoluer, d'autres peuvent arriver et repartir. C'est pas à moi de juger. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas tout faire avec des modèles réduits. Alors, on va... Pas mal. Merci. En tout cas, on va essayer d'entrer un peu dans le sujet et je vais commencer par toi, Charles, sur quel est le paysage aujourd'hui de la distribution de produits, quel est le paysage de la transaction et en quoi ces nouveaux modèles peuvent-ils, je reprends les mots de notre ami Laurent, qui disait en quoi finalement ça excite et ça crée cette émulation, cette envie de répondre et de se challenger, encore une fois.
Alors, bonjour à toutes et à tous. D'abord, Sylvain, puisque tu parles de Laurent, permettez-moi de prendre quelques secondes pour vous remercier. Cédric, bien sûr, les organisateurs pour la qualité et d'avoir pensé à rendre hommage à Laurent. Vous imaginez à quel point Hervé Bléry, nos partenaires 121 qui sont dans la salle et moi-même avons été extrêmement sensibles à votre démarche. Donc, merci infiniment pour ça et merci pour lui. C'est super d'avoir fait ça. Alors, avec Laurent, on partageait beaucoup de choses. On a travaillé ensemble pendant 22 ans et notamment ce goût du challenge. Et aujourd'hui, si on regarde un peu le panorama de la distribution des services immobiliers, on identifie clairement 4 canaux, si vous voulez, d'autres plus ancestraux que d'autres. Le premier, bien sûr, sont les agents immobiliers physiques. Et il y en a beaucoup dans la salle, ce que fait Stéphane depuis des années, moi-même aussi depuis des années, qu'on appelle les réseaux vitrés ou les agences vitrées. Alors moi, j'aime pas ce mot, c'est pas joli, vitré. Donc, si vous voulez bien, on va dire les agents immobiliers traditionnels. Alors, quand je dis ça, ça fait un peu ringard. Hein, et là, il faut aussi couper la tête à une légende urbaine qui consiste à dire qu'un agent immobilier traditionnel, c'est un agent immobilier ringard, parce que c'est absolument pas le cas. Et nous avons autant d'outils digitaux que nos confrères et nos concurrents. Voilà. Et puis, regardez Stéphane Plaza, est-ce que franchement, c'est un agent immobilier traditionnel? Est-ce qu'il a l'air ringard? Il ne l'est pas. Non. Voilà. Il a même fait la preuve qu'on pouvait émerger dans ce métier-là et créer un réseau qui est quand même relativement récent par rapport à des organisations comme les nôtres qui ont plus de 30 ans. Voilà, donc vous avez les agents immobiliers dont je rappelle accessoirement qu'ils représentent encore 70% du marché de la transaction, ce qui est quand même pas rien. En tout cas, nous, vous l'avez compris, c'est notre cheval de bataille et nous revendiquons ce statut-là d'agent immobilier traditionnel au sens des valeurs et physique. L'arrivée ensuite qu'on a vue depuis quelques années, c'est nos amis les agents mandataires, que Laurent et moi on adore pour différentes raisons. Mais en tout cas, ils ont réussi à émerger dans ce métier-là, ils se sont positionnés dans le marché, ce sont des gens de proximité, il faut le reconnaître. Après, on peut avoir le débat sur le fait que c'est peut-être pas aussi vertueux, aussi moderne que ça en a l'air, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. On va voir dans le temps quel type de comportement ça aura. Là, on vient de 10 années, on va dire, glorieuses de l'immobilier. Je vous rappelle que le marché est passé entre 2010 et 2021 de 600 000 ventes, pour faire simple, à 1 200 000 ventes. Donc forcément, des marchés de croissance qui doublent en 10 ans, il y en a quand même pas beaucoup. Voilà. Et puis, on a vu l'émergence des acteurs hybrides, on va les appeler comme ça. Ils s'accordent même pour s'appeler comme ça. C'est Keller Williams, Chemex, les gros market centers. Ils ont essayé de prendre le meilleur des deux organisations. Ils ont aussi pris le moins bon des deux organisations. Voilà, c'est organisé comme ça. Voilà. Et puis arrive, alors là, on va se régaler tous ensemble. Vous allez voir, les pure players, ceux qui prétendent qu'on peut faire de l'immobilier en se dispensant de dire bonjour à un client, c'est-à-dire les Haussmann, les Proprio, et puis la cerise sur le gâteau, quand même, nos amis des agences de papa, dont il faut reconnaître qu'ils ont beaucoup surperformé au premier semestre 2022, puisque en 2021, ils avaient fait 50 000 euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2021. Ils ont quand même fait 350 000 euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2022. Voilà, ça c'est quelque chose qui va révolutionner, vous l'avez compris, le marché de l'immobilier. Ce que je n'accepte pas dans ces modèles, ils ont le droit d'exister, Stéphane, tu as raison, mais en revanche, qu'ils viennent nous donner des leçons de morale ou des leçons professionnelles sur la manière dont on doit exercer le métier, je trouve que ça, c'est un petit peu décalé. Voilà. Donc ces pure players, pour le coup, moi je n'y crois pas. On est des farouches défenseurs de la proximité, de l'implantation locale, parce que c'est vertueux, et on est surtout des farouches défenseurs. Et pour le coup, on a une certaine légitimité pour avoir gagné 7 fois de suite le trophée de la relation client HCG, de la relation avec les clients. Dites bonjour à vos clients et je vous assure, tout se passera très bien. Merci Charles. Stéphane, on a une injonction qui est faite à l'agent immobilier, mais c'est son métier, c'est celui d'accompagner les clients vers l'habitat, le toit, qui est un marqueur social, qui est aussi un élément protecteur, on le voit bien, avec aujourd'hui une conjoncture qui est quand même pas tout à fait simple. Je parle effectivement le problème du taux de l'usure, des refus de crédit aujourd'hui qui commencent à entrer. Tous ces modèles, on doit citer pourquoi ces modèles sont nés, qu'est-ce qui fait que finalement la transaction, l'immobilier, a cette appétence particulière qu'elle appelle cette façon de, je ne vais pas dire d'ubériser, mais de réinventer finalement la transaction
Alors, on ne peut pas dire qu'on réinvente quand on appelle, par exemple, une agence papa à un moment où la femme est plus importante que l'homme. Déjà, c'est une erreur de com monumentale. C'est déjà la première chose. On est à l'époque de MeToo et on se gourre déjà sur le truc. Pourquoi papa et pas maman? Ça ne me regarde pas. Donc, il faut quand même vivre avec son temps. Donc, on ne révolutionne rien quand on prend des noms archaïques et machistes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que non, mais il faut voir à laquelle époque on vit. Voilà, on est dans l'évolution. On est dans la transparence de tout et on part sur un thème qui est déjà pas bon au départ. Donc après, il y a des bons agents immobiliers partout, dans tous les systèmes. Il ne faut pas dire que parce qu'on est une agence en vitrine, on a les meilleurs agents immobiliers. C'est pas le cas. Il y en a des très bons aussi partout, comme nous aussi, on a des tocards. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous, tiens, une coupure, c'est Dieu qui m'appelle. Il me dit calme-toi, tu vas un peu fort. L'avantage que nous avons être en vitrine, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un manager, il y a un pouvoir juridique, il y a une émulsion. Ça veut dire qu'on peut discuter, on peut échanger avec des collaborateurs, on peut se faire former. Quand on est dans des choses un peu hybrides ou chez soi, il n'y a qu'une tête pensante. Nous, on a la chance, quand on est en vitrine, d'avoir plusieurs têtes pensantes et surtout un réseau qui est capable de vous remettre en place quand vous vous égarez, évidemment, et de former les gens. C'est ça le plus important, c'est l'humain. Donc, il y a toujours eu des systèmes qui voient le jour. Est-ce qu'ils vont tenir? Est-ce qu'ils profitent de la situation? On pense toujours qu'être agent immobilier, c'est juste ouvrir une porte. Non, on n'est pas là pour ouvrir une porte. On est là pour protéger, pour aimer les gens, pour faire un projet de vie et puis surtout pour prendre une bonne décision en connaissance de cause. On n'est pas un tiroir-caisse. On est là pour aider et travailler sur l'avenir. Très très clair. Brice Cardi. Brice. Sylvain. Oui, sur ces nouveaux modèles. Pardon? Sur ces nouveaux modèles. Salut Brice. Comment Ouais, ça va? je suis là. J'écoute. Au fait, Brice, on est à l'Arsenal de Metz. Non, mais je suis là, je suis avec vous, je suis ravi Je te d'être là. taquine. Je suis là. Ça va, ouais, non, c'est bon. Il y a deux réseaux coopératifs qui sont en coopérative. C'est aussi une façon de concevoir le développement des agences et de la distribution en transactions immobilières. Quand on parle de ces nouveaux modèles, on dit clairement finalement il n'y a pas de danger. Mais de ton point de vue, en quoi ça favorise la créativité finalement? Est-ce que ces plateformes, ces pure players, ces modèles hybrides taquinent un peu le système et obligent, je reprends ce que disait Stéphane Plaza, finalement à être très bon, parce que les bons résistent et les bons fonctionnent plutôt bien? Alors, je ne sais pas comment je vais commencer. L'idée, c'est de ne pas m'éparpiller. Mais il y a plein de choses à dire, en effet. Je ne sais pas si François Langlais sera d'accord avec moi, mais tout à l'heure, il évoquait plusieurs exemples. Il parlait de Blablacar, il parlait d'Uber, il parlait de Zoom. Juste important de vous rappeler que quand Uber est sorti, il faut le savoir, G7, qui est une compagnie de taxi incontournable en région parisienne, avait son application avant Uber. Mais ils ne l'ont pas sortie. Et pour ceux qui ont eu la chance de la tester, ce qui est mon cas, je peux vous garantir qu'elle est bien mieux et beaucoup plus aboutie que celle d'Uber. Zoom, François Langlais disait, beaucoup d'entreprises, dont j'ai la chance d'en faire partie, ont revu finalement leur réunion. Il est vrai, parfois on parlait 20 minutes, sans parler de l'empreinte carbone, pour arriver à réunir 12 personnes qui venaient de 10 endroits et 10 régions différentes. Moi, je suis un obsédé de ce qui change, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de gens. C'est vrai que généralement, un changement, notamment un déménagement, c'est un peu aujourd'hui l'objet de notre rassemblement, c'est plus anxiogène qu'autre chose. Dans l'ancien monde, et je pèse mes mots, l'ancien monde, il y a une grande banque nationale dont le slogan était « Un monde qui change ». Dans l'ancien monde, finalement, la concurrence, c'était qui? C'était le particulier. Et qu'on ait une veste jaune, une veste verte, une veste rose, ou une paire de baskets et un t-shirt, finalement, nos concurrents, c'était le particulier. Et on appréciait finalement de s'entendre à dire que ça va, on a du mal à prendre un taux de pénétration sur le particulier, mais grossièrement, les choses vont plutôt pas trop mal, c'est sous contrôle. On se remet jamais en question quand les choses vont. On se remet en question quand on est au pied du mur et quand on sent qu'on va le prendre dans la figure. Et quand la part des particuliers s'est inversée, c'est jamais parce qu'on a été meilleur, c'est parce que c'était plus compliqué. Parce que certains de nos gouvernants ont voulu nous mettre, comme ils savent le faire, des bâtons dans les roues sur des obligations contractuelles et généralement, notamment, la copropriété, la gestion locative. Ce sont des clients qui sont venus parce qu'ils voulaient éviter un problème, pas pour trouver une solution, ils voulaient éviter un problème, ils voulaient qu'on règle un problème.
Mais finalement, notre métier, c'est quoi? C'est un métier de conquête. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier depuis 25 ans et que j'ai la chance d'animer un réseau comme celui que j'anime. C'est un métier de conquête. Ce qui a changé, c'est quoi? C'est qu'il y a de nouveaux acteurs qui se sont introduits. Et ces nouveaux acteurs, on peut dire ce qu'on veut. Il y a du bon. Non, il y a du mauvais, mais il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon. Je parle sous mon propre contrôle. Et j'invite mes homologues, et néanmoins amis et concurrents, à me contredire. Dans l'ancien monde, on était un peu entre nous, c'est un entre-soi, où on avait des agences indépendantes qui pensaient à tort ou à raison, j'ai mon avis mais je ne donnerai pas, qu'il valait mieux garder Tartan Pur Immobilier ou Dupont sous couvert qu'on avait hérité de père en fils, d'autres qui pensaient que la veste or, pas jaune, or, était mieux à porter que d'être habillé en gris. C'est un point de vue. Ben, à l'arrivée, c'était quoi? C'était des agences où il y avait pêle-mêle 3-4 consultants. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le consultant, il avait un bureau. Il avait son petit confort personnel, la petite photo de son poisson rouge. Et c'était comme ça, et ça marchait bien. Et on s'entendait bien. Certains étaient plus visionnaires que d'autres et avaient l'intelligence d'aller auprès des syndicats et auprès du fiche AMEPI partager leurs méthodes, leurs services, leurs outils pour les rendre encore plus forts, mais ça s'arrêtait là. Les nouveaux modèles, aujourd'hui, ils nous ont apporté quoi? Ben, l'idée de dire que si on ne va pas conquérir les parts de marché, d'autres le feront à notre place. Donc, les histoires de marques Chemex, etc., elles apportent la... Attends, je bois un peu d'eau. Je suis désolé. Sinon, je vais m'étouffer. Non, plus sérieusement, je ne perds pas le fil. Elles nous ont apporté la notion du nombre. Avant, on était persuadé qu'on ne pouvait pas avoir plus de 4 consultants dans une agence immobilière. Alors, est-ce que c'est le modèle? J'ai de gros doutes, parce qu'on est en France et que c'est très compliqué d'arriver à faire travailler les uns, les autres, les parts de marché, etc. Néo-agence, c'est pareil. Moi, je vous le dis, je me suis inquiété. Depuis, je suis rassuré. Mais je me suis inquiété pendant le confinement. Il n'y a jamais eu autant de temps pendant le confinement pour que justement ce système hybride, qui consiste à quoi? À finalement remplacer l'humain par ce qu'on appelle les slashers. C'est-à-dire celui qui est à proximité et qui va, moyennant pêle-mêle, faire une visite, un état des lieux, etc. Moi, je me suis inquiété. Je me suis dit, on ne sait pas, les Français, quand est-ce qu'ils vont sortir du confinement, dans quel état d'esprit ils vont être. Et quelque part, c'était leur laisser la place à un modèle qui reposait uniquement sur de la prise de contact à distance. Donc, je vous le dis, le réseau l'adresse à ce moment-là, il s'est réinventé. L'an dernier, tu m'avais fait le plaisir de m'inviter et j'avais parlé de la blockchain. La blockchain, on croit que c'est réservé à la crypto-monnaie, mais pas du tout. La blockchain, c'est un échange de données sécurisées pour éviter aux gens de passer par des emails, pour éviter de passer par un login, un mot de passe. On est le premier réseau à l'avoir fait. Pourquoi on l'a eu fait? On l'a fait parce que je me suis inquiété. Je me suis dit, on ne peut pas rester sans attendre. Et puis après, le dernier point, c'est le temps. Et pareil, je ne sais pas si François Langlais nous dira un mot là-dessus, mais j'ai hâte d'avoir son point de vue. Il y a quelque chose qui est ressorti de quelque chose qui est complètement inédit et qui caractérise finalement notre génération, là tous ici dans cette salle, c'est que les grands de ce monde s'accordent tous à dire, je parle des grands, les sachants, ceux qui réfléchissent à notre place, de dire qu'on se retrouve en 2022 là où nous n'aurions peut-être pas été en 2035. C'est-à-dire que d'une certaine manière, notre génération, elle a une opportunité incroyable, c'est de vivre un temps qu'elle n'aurait pas dû vivre à son âge. Et moi, je m'accorde, et je fais partie de cela, c'est-à-dire de s'adapter. Lié à un phénomène d'accélération? Ah non, mais le temps à tous les niveaux. Le télétravail qui est évoqué, on rappelle que l'immobilier, le baromètre de l'immobilier, c'est l'emploi. Le fait qu'on ait déréglé le système de l'emploi permet aujourd'hui, alors il y avait le... Okay. J'arrête, c'est ça? Alors, non, mais Brice, on va continuer sur le sujet, parce que pour faire tourner la parole, pour que chacun puisse s'exprimer, mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, dans l'accélération, c'est quelque chose qui, effectivement, est un facteur aussi d'anxiété dans les populations. Ça a été démontré. Stéphane Fritz, quand on voit... Promis, je vais faire plus court. Alors, on a fait est-ce que tu te rappelles, Stéphane? Pardon, Stéphane. On avait fait une émission dans laquelle tu avais pris la parole, qui... te donner la vision sur les modèles. C'est une mission qui était un peu musclée, tu t'en souviens, sur lequel tu t'étais amusé à faire des calculs quelques mathématiques. émissions. Nous étions en duplex avec le président de IAD, tu te rappelles, Roland Tripart, dans lesquels tu as eu des propositions extrêmement claires. Je voudrais que tu me rappelles encore une fois pourquoi ces positions, est-ce que tu les tiens toujours, et en quoi effectivement ces modèles, toi à la tête d'un réseau important dans le paysage français, ça favorise, ça peut créer finalement plus d'émulation ou plus de créativité. Alors, déjà, je voudrais revenir sur ça. Je n'ai pas de problème avec les modèles de mandataires ou même avec les pure players. Ils font partie du jeu et on doit accepter ça. Et je crois qu'aujourd'hui, les 5 tables rondes l'ont carrément dit. On est aujourd'hui en train de vivre des changements assez forts.
c'est sur la communication que j'avais des soucis. Que le modèle existe aujourd'hui, c'est pas un sujet. Il a le droit d'exister. S'il trouve preneur avec des clients et les Français, fin de la récréation. On n'a qu'à faire mieux. Moi, aujourd'hui, mon concurrent à moi, aujourd'hui, c'est moi. Et ma capacité à mieux servir, notamment les... Merci. Je peux la refaire, ça, si vous voulez. T'es venu avec ta famille? On sent que ça appartient à un gros groupe, ça. Donc globalement, en réalité, j'ai pas de problème avec ces modèles-là. En revanche, il y avait des sujets de communication, puisque leur postulat de départ n'était pas le bon. Leur postulat de départ était les agences n'existeront plus et la com est trop chère. Dernièrement, je crois que le patron de Popriou, qui a levé 20-30 millions d'euros, enfin des sommes astronomiques, disait en 2017, si on avait compris que les gens voulaient plus de services que de prix, on n'aurait peut-être pas fait comme on a fait aujourd'hui. Bon, nous, on aurait pu lui dire pour 10 balles, hein, pas pour 30 millions d'euros. Donc ça, c'était le sujet déjà. Donc moi, j'ai pas de sujet avec ça, mais sur la communication, il disait de nous qu'on allait mourir et que nos coms étaient trop chers. C'est pas vrai. Je pense que le service n'est pas suffisamment à la hauteur ou pas suffisamment perçu. On vit aujourd'hui des vraies transformations. Mais la réalité, c'est que la transformation ou le changement, ça a été dit, c'est quoi? C'est opportunité ou menace? La réalité, c'est que c'est une vraie opportunité pour nous de monter notre niveau de jeu. C'est qu'on a, nous, aujourd'hui compris, on a intégré le système de formation, c'est ce qu'on a fait, on s'est dit, mais ça vient de loin. Hein. Il y a une certaine temporalité entre comprendre qu'un changement s'opère et réellement le vivre. On n'arrête pas de dire aujourd'hui que les taux qui augmentent, les conditions d'octroi qui se durcissent, le pouvoir d'achat qui baisse, l'énergie qui monte. On va aujourd'hui perdre forcément un certain volume de transactions. Qui a fait un mauvais mois d'août? On fait encore un carton au mois d'août, on va certainement faire un carton en septembre. On ne le sent pas, donc il y a une certaine temporalité. Quand je disais la formation est pour moi le cœur du sujet, pourquoi elle est le cœur du sujet? Parce que c'est long, c'est un temps long. Il faut opérer maintenant, parce que peut-être nous allons vivre demain. C'est 2 ans, 3 ans pour former des équipes, mais sur des métiers, pas seulement sur le métier de la transaction, de la gestion, mais sur des métiers connexes. Aujourd'hui, on a la rénovation énergétique, il y a 900 000 logements, d'autres disent 1,2 million, peu importe. Il y a énormément de logements qui vont devoir être rénovés pour pouvoir être reloués. À qui? Et aujourd'hui, moi, je pose la question aux gens qui font de la gestion chez nous, ils ne sont toujours pas sensibilisés. Ils seront peut-être sensibilisés, à mon avis, le 1er janvier 2023. Mais ils ne sont pas sensibilisés tant que ça n'arrive pas. Opérer un changement, je crois que c'est Peter Drucker qui a dit ça, c'est le pape du consulting, le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc l'idée, c'était de mettre la formation au centre, comprenant que nous allions devoir, pour nos clients, monter notre niveau pour se séparer, pour se différencier réellement de la concurrence que nous avons, en allant vers d'autres métiers connexes et en enlevant dans le parcours du client l'intégralité des irritants. Je disais, moi je formule un rêve, j'aimerais que demain l'agent immobilier, il inscrive les enfants à l'école. Je parlais avec des très bons agents immobiliers du réseau, mais il y en a, ils vont faire les courses des mamies, d'autres qui vont promener le chien. On en est à cette qualité de service-là. Donc à savoir si on va faire du pure player ou serrer des mains, c'est bien plus que serrer des mains. Je pense qu'il faut vraiment qu'on monte notre niveau de jeu sur nos compétences, que ce soit de l'assurance, du crédit, du déménagement, des travaux. Là, aujourd'hui, la rénovation énergétique, quelle entreprise on prend, quelle aide on va chercher. Toutes ces questions, il faut que nos collaborateurs aujourd'hui puissent y répondre. Vous allez retourner dans vos agences demain, cet après-midi certainement pour les meilleurs, et vous allez voir qu'il faut répondre à ces questions dans les mois à venir. Merci Stéphane. Merci. C'est important. Merci, c'est très important. Il y a effectivement des thématiques qui sont parfois étudiées. Vous savez, pour renforcer le corps central de son activité, on intègre des services périphériques qui renforcent la base. C'est exactement ce que tu viens de décrire, et c'est aussi la maîtrise de l'usage et du service apporté. Parmi ces outils, il y a les outils disponibles. Il y a eu la profession, c'est quand même beaucoup bougé ces dernières années. J'en profite puisque Jean-François Buet est avec nous. Il a été l'inspirateur, l'un des co-créateurs, fondateurs de Bien Ici, par exemple, qui est quand même devenu en moins de 7 ans le portail immobilier français, le 3e portail. Je crois que Cyril Janin est dans la salle, le président de Bien Ici, il pourra nous le dire, c'est un travail remarquable qui est dû à vous tous, effectivement, et c'est une action. Mais il y a aussi le fichier Amépi, qui est une association de loi 1901, qui rassemble aujourd'hui l'ensemble des acteurs de la profession et qui partage les mandats d'exclusivité. Tu le sais Stéphane, on n'est quand même pas dans pléthore d'offres, parce que le problème, c'est pas la demande, c'est l'offre qui se raréfie. Tu le sais dans tes agences, le niveau du stock de mandats
eh ben, il n'est pas comme il pourrait être en temps normal à cause de la faiblesse du neuf, des produits sur le marché. Le modèle du fichier MIPI... Attention, je pense que à une époque, on prenait tous les mandats et on les prenait n'importe comment. Il n'est pas... Je veux dire, quand vous prenez un mandat exclusif, il vaut mieux avoir 10 mandats exclusifs que 30 mandats qui ne sont pas au prix. Donc, en fait, je pense qu'on est devenu plus dur, plus professionnel avec le temps, puisqu'on s'est dit on ne va pas prendre un mandat ou pas écouter le propriétaire qui vend. On va lui apporter notre expérience et on n'est pas là pour écouter tout le monde. On est là pour donner un avis. On nous fait confiance ou on ne nous fait pas Dans le confiance. réseau Stéphane Plaza, le pourcentage de... On est à 80% de mandats exclusifs. 80% d'exclusivité. Ben, c'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre un seul mandat et le sortir plutôt que prendre 10 mandats et ne pas les sortir. Très clair. Après, sur la MEPI, évidemment, ça marche très fort, mais ça marche encore pas sur toutes les grandes villes. En tout cas, sur Paris, on a encore du mal, puisqu'il y a beaucoup de choses indépendantes. Donc, après, travailler en intercabinet, c'est parfait. Travailler à la MEPI, c'est bien, si tout le monde respecte les règles. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais sur le principe, Stéphane, sur le principe, oui, tu as raison. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un des travaux de la MEPI, un des travaux de la MEPI, c'est de pister les personnes dont tu parles. Tu as absolument raison. Il faut qu'il y ait un équilibre, sinon ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas, non, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui envoient. Mais sur le fond, est-ce que tu peux nous dire ici, à tous les professionnels de l'immobilier, que le fichier MEPI, c'est un outil associatif nécessaire pour partager ces mandats exclusifs? En tout cas, c'est un outil important qui doit encore s'améliorer pour qu'il soit très performant. Mais c'est une bonne base de données. Mais avant la MEPI, puisque je connais la plupart qui sont sur la table et un peu plus Stéphane, j'ai toujours travaillé avec Guy Hockey, très simplement sans la MEPI. Donc il y avait ce qu'on appelait de l'intercabinet. Donc l'intercabinet est un peu la même chose, sauf qu'on travaillait à 2 à 3. Là, on met un peu plus en avant les choses. L'avantage de la MEPI, c'est que c'est un outil fédératrice. C'est fédérateur. Qui est gouverné. C'est fédérateur, mais après, il faut regarder qui sont dedans, qui travaillent bien et si toutes les agences jouent le jeu. Donc, si les agents jouent le jeu, tu préconises la défense. Je préconise que ça doit évoluer, que c'est un bon outil qui est pour l'avenir. Voilà. Merci, c'est dit. C'est important parce que le fichier MEPI Charles Marinakis, c'est un des éléments. Alors, Laurent y a été très attaché, tous les grands patrons y sont très attachés. Je sais que tu le défends corps et âme là-dessus. Ça reste, à l'instar de ce que nous dit Stéphane, à condition qu'il y ait un équilibre, à condition que tout le monde joue le jeu, parce qu'effectivement, il y a une relation très forte là-dessus. Est-ce que c'est aussi un des éléments qui permet non pas de résister, mais de transcender l'avenir et de consolider sa position en tant que professionnel? Oui, alors ça, pour le coup, c'est vraiment un outil qui est aujourd'hui indispensable, si vous voulez, à l'évolution de la pratique du métier d'agent immobilier. Là, j'ai 2 anciens présidents de la MEPI et ils ne me diront pas le contraire. Ils ont beaucoup milité pour ça. On leur doit vraiment la constitution de ce fichier commun. Vous savez qu'aux États-Unis, ça existe de longue date. C'est un procédé qui a d'ailleurs permis d'aller conquérir significativement des parts de marché. Donc oui, il faut absolument qu'on en arrive à partager, mais pas seulement, et je rejoins ce que dit Stéphane, et je répondrai à Brice après, on doit partager des fichiers, mais pas que. On doit aussi partager une conviction, une vision, une pratique et des valeurs du métier d'agent immobilier qu'on doit avoir en commun. Pour la seule et l'unique satisfaction, la seule chose qui doit nous préoccuper, c'est la satisfaction de nos clients, qu'ils soient clients de chez Guy Hockey, de chez 121, de chez Plaza ou de chez l'Adresse. Et là-dessus, on doit aller au-delà de ce que propose la MEPI, qui est pour le coup une fonctionnalité très opérationnelle, mais on doit, et c'est là où on se rejoint sur le partage des règles. Si on partage la philosophie du métier, si on partage les valeurs du métier, si on partage la préoccupation du client, forcément, on a un comportement correct dans la MEPI et là, ça fluidifie les marchés. Voilà. Donc oui, c'est un outil incontournable et je pense qu'il faut accentuer ça. Il faut qu'on ait encore plus d'adhérents à la MEPI pour qu'on fédère les agents immobiliers entre eux à condition qu'ils aient les mêmes préoccupations que nous et les mêmes valeurs que nous. Je suis sûr que c'est le cas de la majorité d'entre vous. Voilà. Je voudrais juste répondre à Brice et aller un peu dans le sens de Stéphane, Sylvain, si tu permets, oui, bien sûr. En 2 minutes. D'abord, nous, on a la chance d'exister depuis 1987. Tu imagines, Brice, qu'en 35 ans, la concurrence, on l'a vu s'organiser. On a été pionnier en matière d'immobilier en franchise. Donc la concurrence, on l'a vu se structurer, s'organiser. Et loin de nous l'idée de dire qu'il faut éradiquer la concurrence. Au contraire, on a connu des marchés où la part des professionnels était à 30%, là où elle est à 70% aujourd'hui. Et on a le sentiment, très modestement, d'avoir contribué, comme vous autres, à la conquête de ce marché-là. Donc on n'est absolument pas contre, si vous voulez, cette concurrence, quelle que soit la typologie de la concurrence. Ce que nous n'acceptons pas, et c'est ce qu'a rappelé Jean-Marc Torolion avec Matera, d'accord, c'est qu'elle se construise sur la prétendue médiocrité des autres. Ça, ce n'est pas acceptable.
Ça, c'est pas acceptable. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect et de considération pour les agents immobiliers qui militent pour ce métier-là dans leur ville, dans leur village, dans leur quartier, dans les îlots, depuis des années. Et ça, c'est respectable, quoi qu'il en soit, nonobstant le fait qu'il y ait des nouveaux modèles. Et c'est tout à fait normal que ce marché est très attractif, des nouveaux modèles qui se déploient. Donc, effectivement, on va les laisser pour ce qu'ils sont. Ensuite, sur la digitalisation, moi, je suis un peu plus sévère que mon camarade de gauche sur Proprio. Tu as raison, Stéphane, on aurait pu lui dire pour 10 € ce qu'il a mis 20 millions à comprendre. Et je note que Matera vient d'annoncer aujourd'hui une réduction de sa voilure. Hein. Je parle sous ton contrôle, Jean-Marc, et va se mettre à faire de la gestion immobilière. Voilà. Donc, je crois que l'élément de partage, nonobstant la modernité, moi, tu sais, j'adore aussi le changement. Et on a tous fait preuve ici de notre capacité d'adaptation au changement, au marché. Hervé l'a rappelé, nous n'avons pas de capacité à agir sur les éléments macroéconomiques du marché. Est-ce que vous avez capacité à changer l'inflation ou à changer le taux d'usure? Non. La seule chose que nous puissions faire, c'est de nous adapter à ces marchés-là. Voilà. Et pour s'adapter, il faut continuer à partager des valeurs, à partager la passion. Regardez, quand on est arrivé, ouais, est-ce qu'on a l'air passionné? On est quand même passionné par ce métier-là. On le fait avec le sourire, on s'entend bien, on a envie de partager ce moment-là avec vous. Et je crois que c'est ça l'avenir des agents immobiliers, c'est de faire ensemble un métier qu'on adore et par lequel on est passionné. Applaudissements pour Jean-Marie. Stéphane, dans 4 minutes, tu dois partir. 4 minutes, pardon. J'aimerais te laisser vas-y. la parole. On a parlé, effectivement, tu as évoqué, il y a une chose qui revient, c'est qu'en fait, tu dis, quand on est bon, qu'on est expert, qu'on connaît bien son métier, finalement, on n'a pas trop de soucis à se faire, dans une certaine mesure. Mais moi, j'ai toujours pensé que... Alors attention, j'ai commencé l'immobilier à 18 ans, j'en ai 52, donc j'ai plus de 30 ans d'immobilier. Je pense que... Donc je connais ce métier, je suis autodidacte de l'immobilier. Certains arrivent dans l'immobilier parce qu'ils pensent que c'est un tiroir-caisse, mais il n'y a pas de tiroir-caisse dans l'immobilier. Il y a une rentabilité si vous travaillez, si vous êtes formé et si vous apportez quelque chose. Moi, je ne suis pas le nouveau qui arrive, même si c'est un réseau incarné. J'ai pas fait de la télé, j'ai fait de l'immobilier et la télé est venue me chercher, donc ça n'a rien à voir. Donc au départ, on a pu peut-être se poser les questions, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces nouveaux qui arrivent? Peut-être rien, ils se sont dit, on va gagner de l'argent facilement, on va être crédule sur des gens parce qu'il y a la crise en France, que l'argent est dur à gagner, et donc on va leur dire à 2%, on va vous apporter des choses de 5%. J'ai jamais vu ça. Moi, si on me vend une voiture à tel prix, à voter le prix. Si on n'a pas la même chose pour 50% de moins, ça n'existe pas. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il n'y a pas de concurrence. Il y a une émulsion saine entre les réseaux, et la concurrence, on verra ceux qui vont rester après et ceux qui ne seront pas là. Je m'inquiète beaucoup pour eux. Est-ce que le mythe de l'argent facile, avec les jeunes, tu rencontres beaucoup de gens tous les jours, est-ce que ça perdure encore aujourd'hui? Sur le côté argent facile, je vais faire de l'immobilier, c'est rapide, c'est pas vraiment un métier, mais je vais... On va pas se mentir, je pense que tous ici, quel que soit le réseau, on a vu des jeunes qui arrivaient et on a vu des jeunes qu'on a fait repartir, parce que ils n'ont pas la conviction, quand ils vont aux toilettes, ils ne pensent pas agent immobilier. Moi, quand je fais pipi, je suis un agent immobilier aussi. Quand je rentre dans mon lit, je suis un agent immobilier. Quand je fais l'amour, je suis aussi un agent immobilier. Je ne fais pas que des états des lieux. Donc ça veut dire que je donne... Non mais c'est important. C'est-à-dire que je donne ma vie aux agents immobiliers. Je pense agent immobilier parce que c'est un métier que j'aime et j'aime l'humain. Certains viennent parce qu'ils se disent c'est un super métier, on n'a pas d'horaire, etc. Mais on a plus d'horaire que les autres. Je pense que dans tous les réseaux, les gens arrivent et puis on dit merci de partir. Je pense. Et en plus, on a les mêmes tocards qui frappent aux portes de Guéoquel, Adresse, Saint-Uri 21. On les renvoie pareil parce que si tu n'es pas formé, si tu n'as pas la conviction, tu ne gagneras pas ta vie et surtout, tu vas faire de la merde. Pardon de le dire. Serais-tu le prophète d'une nouvelle religion immobilière? Bravo. Alors, c'est peut-être un peu cru. C'est peut-être un peu cru, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. Bien évidemment, oui. On est d'accord. On est d'accord. Mais non, mais c'est vrai. Non. Et c'est dans tous les métiers comme ça. Non, mais la passion et la conviction, c'est deux choses que tu as ancrées. Et après, il y a l'apprentissage du métier. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, et c'est bien de le dire parce que tu le sais, tu es très écouté, tu es très suivi. Il y a un c'est train. dis aux jeunes. C'est-à-dire que si on ne travaille pas... C'est un métier. C'est un vrai métier, on n'est pas là pour une... Si on ne travaille pas, moi j'ai mis pour être performant, et je me forme encore,
mais j'ai 32 ans d'immobilier, je suis pas l'animateur non, je suis agent immobilier qui fait son métier à la télé. C'est quand même pas la même chose. J'ai commencé à 18 ans, j'en ai 52. Je me forme encore à l'heure d'aujourd'hui et j'apprends encore. On en a discuté avec Stéphane, que je connais un peu plus que les autres, et il y a des choses, je dis, ah, d'accord, peut-être que je l'avais oublié. Et je m'appelle Stéphane Plaza et je suis pas encore le plus performant. Ça veut dire que si on arrive juste pour dire on va ouvrir une porte, eh ben on ne fera rien dans le métier comme dans tous les autres métiers. On a besoin de se former, on a besoin d'apprendre, on a besoin de faire du porte-à-porte. Tous ces jeunes qui arrivent et qui pensent qu'ils vont pas aller faire du porte-à-porte, qui vont pas aller dire bonjour au gardien, qui vont pas aller dire merci, qui vont pas sourire, qui vont fumer devant la porte de la vitrine comme des connards. Non mais pardon, c'est-à-dire qu'il faut avoir du respect. Il faut avoir du respect. Si vous n'avez T'as un train. Oui, si vous n'avez pas le respect de la clientèle, si vous fumez, fumez en dehors, fumez à 50 mètres de l'agence, mais ne faites pas n'importe quoi, offrez un café, dites merci et ne prenez pas les gens de haut, qu'ils aient 100 000 ou 1 million. Voilà, maintenant sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup. Stéphane Plaza. Merci Stéphane. Voilà. Voilà. Bon, on comprend. Ah oui. Bon, voilà. Bravo. Il est où? Alors, mon Cédric, tu as eu raison, effectivement, il fallait mettre Stéphane Plaza à la dernière table ronde. Bravo, effectivement, merci. Alors, pas évident de rebondir après ça, mais on va tâcher de faire quelque chose. J'aimerais, pour qu'on puisse amener cette conclusion un peu plus longue, appeler pour le débrief, pour cette dernière table ronde, j'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour François Langlais. Merci. Bon, effectivement... Pas facile de passer après pour Stéphane Plaza. Tu as compris, François, que, effectivement, voilà, il a été très fin, notre ami Cédric, de mettre Stéphane à la fin et de... Voilà, tu as un petit peu plus de temps pour faire cette conclusion avec nos amis les professionnels, Brice Cardi, Charles Marinakis et Stéphane Fritz, sur finalement un sujet, si on devait synthétiser cette matinée que nous avons passée ensemble. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire ? Il y a deux choses, deux remarques qui me frappent. La première, et notamment dans les deux dernières tables rondes, c'est la tension entre l'accélération que vous avez très bien décrite et cette floraison de nouveautés, de technologies qui nous sollicitent, qui nous questionnent dans tous les métiers d'ailleurs, dans le vôtre comme... Et donc tension entre ça et puis de l'autre côté... la permanence, les fondamentaux. Et la façon dont chacun d'entre vous y répond, le curseur n'est pas mis toujours au même degré, mais il y a toujours les deux éléments dans vos interventions. Et ça m'a rappelé une des phrases les plus profondes que j'ai entendues dites par un patron en matière de management. C'est pas Peter Drucker, mais c'est Louis Schweitzer, l'ancien patron de Renault. Ouais. On était au forum de Davos, à l'époque j'allais au forum de Davos, vous savez c'est une réunion annuelle dans les montagnes suisses où il y a les dirigeants politiques, il y avait, cette époque-là ça devait être en 2000 ou en 2001, donc il y avait Bill Clinton, Tony Blair, etc. Les grands patrons, Bill Gates notamment, les Américains, et puis des intellos qui réfléchissent. Et c'était le moment où Internet arrivait, une espèce de folie, et puis cette exhortation à changer. Il fallait tout changer. À cause de la technologie, justement, à cause d'Internet qui allait tout bouleverser. Et on entendait sur la tribune, dans des tables rondes comme celle-ci, il faut changer, nous sommes trop vieux, nous sommes trop habitués à notre confort, etc. Et Schweitzer a dit une chose simple, il a dit, mais les entreprises qui réussissent sont celles qui disent ce qui ne doit pas changer. Et au fond, quand on y réfléchit, tout est là. À partir du moment où vous avez identifié ce qui ne doit pas changer, il faut changer tout le reste. C'est la fameuse phrase aussi de Lampedusa, pour que rien ne change, il faut que tout change. Autrement dit, si vous voulez garder votre position,
commerciale, en termes de concurrence. Il faut évidemment être à l'affût des nouveautés, mais il faut aussi que vous ayez une conscience aiguë de ce que vous devez préserver et garder intact. Bien sûr, ça se joue au cœur de la relation client, du contact et des éléments humains. Vous le disiez tous, chacun avec vos mots. Et je pense que c'est l'éternel problème des entreprises, au fond, cette dialectique entre ce qui doit changer et ce qui ne doit pas changer, mais que commencer par définir ce qui ne doit pas changer, ça me paraît plus simple et plus fécond. Deuxième remarque, elle touche à la conjoncture. Alors, l'honnêteté m'oblige à vous dire qu'en matière d'immobilier, je me plante avec la régularité d'un métronome depuis 20 ans. Donc, ce que je vais vous dire est quand même sujet à... Enfin, disons, le minimum de recul que j'ai sur moi-même me conduit à être assez précautionneux. Mais le secteur mondial, hein, c'est pas seulement la France, a vécu une sorte de super cycle qui défie toutes les lois de l'économie. J'entends les lois de l'économie, ce qui s'est passé depuis un siècle et demi. Et c'est Robert Shiller, un économiste qui est prix Nobel d'ailleurs, qui disait ça, quand on regarde sur longue période l'évolution de l'économie dans un pays donné, c'est peu ou prou celle de la croissance. Pondérée de la démographie, mais la croissance elle-même est déterminée par la démographie. Et de temps en temps, disait-il, ça s'écarte à la hausse, et généralement, après, ça se corrige à la baisse, et on retrouve le trend. C'est vrai, depuis 1850, Shiller a fait des statistiques sur le marché américain, mais on a de bonnes raisons de penser que cette corrélation vaut sur tous les marchés. C'est vrai, sauf depuis 20 ans. Parce que, alors c'est là où il y a deux questions qui se posent. D'où ça vient et est-ce que ça peut durer ? Il y a certainement un élément important qui nous paraissait jusqu'à il y a 3 mois naturel, mais c'est la baisse des taux d'intérêt. La baisse des taux d'intérêt a permis d'allonger la maturité des prêts et d'augmenter les sommes empruntées, dans des proportions très significatives. Vous savez ça mieux que quiconque, je ne vous rappelle pas les chiffres, et ça vaut pour à peu près tous les marchés. Parce que, justement, ça a permis de solvabiliser une grande partie de la demande, celle des primo-accédants dont on a parlé tout à l'heure, jusqu'à il y a quelques années. J'étais étonné tout à l'heure, il y a un intervenant qui disait « les primo-accédants, c'est le moteur du marché ». Ça dépend où, hein. Sur des marchés parisiens, en fait, c'est un marché de multipropriétaires. Et de plus en plus, la France est un marché de multipropriétaires. Les primo-accédants, ils restent collés à la porte. Parce que la hausse des prix fait que malgré la baisse des taux, ça n'est plus suffisant. Il faut juste s'arrêter un instant là-dessus. En apparence, la baisse des taux est un avantage pour l'acheteur, pour l'emprunteur. En réalité, tout le bénéfice de la baisse des taux est passé au vendeur. Parce qu'elle s'est transformée en prix plus élevé. Donc, finalement, le primo-accédant, il est resté à la porte. J'exagère, hein, vous savez, comme sont les journalistes, on force un peu le trait pour faire passer notre message. Et il faudrait apporter plus de nuances si on voulait donner toute la finesse du tableau. On est à la fin de ce mouvement. Les taux commencent à remonter, ça a été dit aussi tout à l'heure, hier pour la 3e fois aux États-Unis, 0,75, c'est la grosse Bertha. C'est tous les 15 jours, on se prend 0,75. Le patron de la Banque centrale, qui a quand même fait une erreur gigantesque en disant l'inflation n'existera pas, etc., je continue, fait maintenant évidemment l'erreur inverse. C'est ce qu'on appelle l'effet porte de saloon, vous savez. En matière de bourse, d'ailleurs les sociétés de bourse s'en méfient, hein. C'est le type qui a des valeurs qui baissent. Il dit non, je ne vais pas vendre, ça va remonter. Puis ça baisse. Il finit par vendre, juste après ça remonte. Ça monte. Il dit non, je ne vais quand même pas racheter. Ça remonte. Il achète, paf, ça baisse. Hein. C'est le mécanisme psychologique, hein, on peut tous être pris là-dedans. C'est exactement la même chose que celui qui joue au casino et qui ne peut pas s'arrêter quand il perd. Et les banquiers centraux, ils sont là-dedans. Hein. Donc ils sont dans ce truc-là. Ils sont toujours derrière le virage, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à anticiper. Alors des charges, c'est
compliqué, mais ils sont responsables quand même pour une grande part, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'inflation actuelle, parce que la création monétaire a été folle et que à chaque fois, c'est pas 9 fois sur 10, c'est pas 99 fois sur 100, c'est 100 fois sur 100. Quand on crée plus de monnaie qu'on ne crée de richesse, les prix montent. C'est vrai depuis les conquistadors qui apportaient les lingots d'or extraits en Amérique du Sud et qui déclenchaient des crises inflationnistes en Europe. Donc c'est eux qui ont créé ça. Ils l'ont fait pour sauver l'économie de la dépression, hein, j'entends bien, il fallait probablement le faire, mais ils l'ont fait probablement trop longtemps. Donc c'est fini ce mouvement de baisse des taux, au contraire, ça monte. Ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur l'immobilier, mais vous l'avez dit, hein, sur la solvabilisation des acheteurs. Donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que c'est la fin de ce super cycle? C'est possible. Honnêtement, je ne me prononcerai pas. Je pense que la hausse des taux va s'arrêter plus tôt qu'on ne le pense parce que le monde est tellement endetté que si vous montez les taux trop fort, vous prenez le risque d'une vraie crise financière, hein, comme on l'a connu en 2007-2008. Et donc, probablement, et singulièrement en zone euro, je pense que ce risque est plus élevé compte tenu des disparités qui existent entre les différents pays. L'Italie, par exemple, ne peut pas supporter une hausse des taux. Aujourd'hui, ce matin, je regardais, les taux d'intérêt sont à 4,35. Avec une croissance à zéro, c'est pas possible. Donc, les banques centrales vont buter sur un taquet, et il est possible qu'on retrouve des taux d'intérêt plus acceptables, ce qui, dans ce cas-là, permettrait de maintenir une économie de l'endettement à peu près normalement, tout en dégonflant cet endettement avec l'inflation. Je vous le disais tout à l'heure, je pense que l'inflation est plutôt une bonne chose en termes macroéconomiques. Mais, à la limite, arrêtons-nous sur les pronostics de la conjoncture. Une période exceptionnelle se termine, je le pense, donc ses conséquences devraient se terminer aussi. Ça me semble logique. Je ne sais pas très bien quand ni dans quelle ampleur, mais c'est ce qu'on pressent. J'allais dire, et je reviens à votre propos, monsieur, de la première table ronde, je pense que c'est pas la fin du monde, pour autant. Hein. Il y a probablement une secousse qui nous attend au-delà de l'immobilier, mais derrière ça, les fondamentaux restent. Hein. Et parallèlement, il y a plusieurs évolutions positives que je vois se dessiner, justement, qui me font ne pas être pessimiste pour la première fois depuis longtemps. C'est peut-être mon naturel contrariant, tout le monde est pessimiste, du coup, je passe de l'autre côté. Mais en termes démographiques, bon, les emplois sont là, l'inflation va plutôt rééquilibrer les choses, on s'organise en termes de grandes zones économiques plutôt qu'avec une mondialisation qui déprime les revenus des non qualifiés. Tous ces changements sont positifs au niveau macroéconomique et pour l'immobilier. Enfin, alors, vous savez ça mieux que quiconque parce que vous êtes en contact quotidien avec les acheteurs, mais l'immobilier, c'est bien plus qu'une maison. Hein. De ce point de vue, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous vendez un marqueur social, une empreinte bien dans le territoire. Bien sûr, et puis un projet personnel d'installation, de création de famille, on se projette, c'est la sécurité, et ce rêve-là, il est éternel. Hein. Et donc, si même il y a une secousse qui intervient bientôt, hein, les fondamentaux resteront, je crois. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, et je vous remercie de votre patience. Merci. Merci à tous. Restez avec nous, restez avec nous. Voilà, j'aimerais, on va aborder la phase de conclusion. Je vais demander, restez avec nous, restez là, restez. Je vais demander à Cédric de nous rejoindre sur le plateau. J'aimerais qu'on fasse des remerciements. Merci Cédric. Cédric, remerciements à Stéphane Fritz, Charles Marinakis, Brice Cardi, Jean-François Buet, Hervé Bléry, Bernard Grèche, Jacques Bigan, Christine, tous nos amis ici réunis. Un grand merci à toi, François. Moi, je t'écoutais déjà religieusement et mon rêve s'est réalisé, c'est de faire un plateau avec toi. Donc, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et il y a une chose qui me frappe beaucoup dans ta façon de faire, je pense que ça a frappé tout le monde, c'est que tu as une formidable connaissance et en même temps une formidable capacité d'humilité à présenter les choses. Je pense que ça fait partie de ta personnalité. Pour ça, je t'en remercie. Applaudissements,
s'il vous plaît. Voilà, il est l'heure de nous quitter. Cédric Lavaux. Merci à tous pour votre présence. Mes mots de conclusion seront les mêmes que les mots d'introduction, donc je ne vais pas me répéter. Mobilisez-vous, syndiquez-vous, fédérez-vous, souscrivez au fichier Amepi, apprenez à travailler ensemble. On a plein de parts de marche à conquérir, il y a eu des 10 millions de choses importantes. J'espère que vous retiendrez tout ce qu'a dit Stéphane Plaza, parce qu'il a dit plein de choses sensées. Je suis très heureux d'avoir entendu l'agent immobilier et que vous ne retiendrez pas que les selfies que vous avez fait avec lui. Il n'y a que lui qui pouvait dire « les connards qui fument devant l'agence, allez à 50 mètres ». Ça se fait moins bien quand je le dis moi. Mais je vous le dis aussi parce qu'effectivement, c'est tout ce qu'il a dit qu'il faut entendre et qu'il faut se remettre en question. Réinterrogeons-nous. Ce métier est magnifique, c'est un métier de passion. Je voulais juste terminer ces assises en remerciant tous les intervenants et particulièrement 2 personnes. La première personne, c'est quelqu'un qui donne énormément de sa personne pour que ces assises se passent. Il fait tous les visuels, il s'occupe du décor, il met les réseaux sociaux, il coordonne tous les techniciens avec lui. Et je vais vous le dire, il le fait bénévolement. Il me fait payer son travail à moins que prix coûtant pour qu'on puisse avoir cet événement. Donc je voulais vraiment que vous fassiez une ovation pour monsieur Simon Grosjean de la société Avance. Où est-ce qu'il est? Il est avec nous, Simon? Est-ce que Simon est là? S'il est avec nous, qu'il vienne. Simon. Et le deuxième remerciement que je voulais faire, c'est une personne... Merci, voilà, Simon. Bravo, Simon. Un remerciement collectif, évidemment. Je ne vais pas citer tout le monde parce que je vais en oublier et c'est une réussite collective. Le deuxième remerciement que je voulais attribuer particulier, c'est une personne avec laquelle cette histoire des assises, la 4e édition, est partie d'un interview en Corse, d'un événement pour lequel Brice m'avait invité. Et c'était une... Ouais, c'était là. C'est là la surprise pour Sylvain. Voilà, les assises sont nées à cet instant précis. C'était une interview en Corse, c'était après l'apéro. Et Sylvain me disait que Metz était une ville moche. Donc, j'ai relevé le pari avec lui en direct de lui dire qu'on lui ferait changer d'avis. Je le remercie infiniment. Sylvain est brillant. Il nous fait des animations toujours extraordinaires avec une culture générale hors du commun. Un grand merci, mon ami, pour ta confiance et ton accompagnement. Et voilà, la naissance des assises. J'ai 15 kilos de moins. Juste, voilà. Cette 4e édition des Assises est terminée. Je vous invite à boire le verre de l'amitié avec l'ensemble. Et au nom de Cédric Lavaux, de l'ensemble des équipes, je vous souhaite une excellente journée. Beaucoup de force pour le reste de l'année. Et on se revoit, promis, pour la 5e édition. Merci à tous.